Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. La transmission de société accélérée, facilitée et optimisée. Mathieu Stéphanie et Thomas Collin, cofondateurs d'Alvo. Pour reformuler ce que disait Thomas tout à l'heure, notre mission, en gros, c'est d'accélérer et de faciliter la transmission d'entreprise, la cession, l'acquisition. Donc, de manière très simple, faciliter tout ça. Qu'est-ce qu'il y a comme pain aujourd'hui, pour revenir un tout petit peu là-dessus et comment on les règle, notamment quand tu dois signer un NDA. Dans le schéma actuel, souvent, tu vas avoir un conseil, un avocat d'un côté, un conseil de l'autre, et rien que le NDA peut mettre 5 jours à être signé. La rédaction d'un infomémo, il y a énormément de choses là-dedans, la due diligence, etc., qui peuvent être systématisées, pour certaines même automatisées, et pas tout. Nous revenons avec Mathieu et Thomas sur les mécanismes et opérations induits dans le processus de transmission d'entreprise et les incroyables opportunités que représentent les frictions qui interviennent autour du deal. Nous illustrons cela avec le rachat de TrackPay par l'EBO en 2021. Le constat que font les fondateurs d'Alvo est que le marché est réellement cassé et imparfait car non centralisé. Partant de cette situation et après un long travail d'exploration de marché, Alvo a vu le jour. Nous faisons un point spécifiquement sur la valorisation des small caps et la distinction entre asset deal versus equity deal. Vous verrez que la marketplace se pense comme un véritable écosystème donnant aux parties prenantes tous les outils pour faciliter l'achat et la vente d'entreprises. De la valorisation à la recherche sur base de signaux, le focus d'Alvo est donc celui de la donnée. Nous détaillons bien entendu le modèle d'affaires, les targets, le déploiement, la vision et l'équipe. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous. Bonjour Mathieu. Bonjour Thomas. Salut. Salut Solène. Bon, hyper contente de vous avoir sur mon podcast. Mathieu, merci d'accepter de revenir parler. Je suis honoré, c'est moi qui te remercie de m'inviter. Attends, 90 épisodes après la dernière fois. Hein? Déjà. Ouais, déjà. Donc, soit un total de combien ? Tout compris avec les onglets, quand on va publier, ça fera à peu près 150. Ah, pas mal. Voilà. Pas mal. Donc, on est là pour parler de vous, mais surtout d'Alvo. Est-ce que je pourrais quand même vous demander de vous présenter à l'audience, s'il vous plaît ? Tu me laisses commencer, Mathieu ? Vas-y, Thomas. Ah, c'est sympa. Donc, Thomas Collin, j'ai 39 ans, 2 enfants. Je suis dans la finance d'entreprise depuis quasiment toujours, diplômé d'une école de commerce. Et puis ensuite, très rapidement, je fais mes classes dans le Transaction Services pour apprendre le chiffre. Et en 2011, j'en ai un peu marre d'être manager salarié et je me lance à mon compte. Et depuis, j'ai une grande fierté, c'est que je ne suis jamais retourné dans le salariat. Voilà. Ok, je ne sais pas s'il faut en être fier, mais en tout cas, ça te plaît plus. Merci. Et tu as été entrepreneur, donc tu as créé des boîtes ou tu étais indépendant ? J'ai créé plusieurs boîtes. Donc, j'ai essentiellement travaillé pour ma boîte à moi en tant que travailleur non salarié, mais j'ai créé plusieurs boîtes dans le commerce éphémère, dans les centres commerciaux. Voilà, je fais un petit bisou à mon copain Cyril Durand d'ailleurs. Et puis surtout, j'ai créé en 2016 Adéquancy, adéquancy.com, que j'ai depuis revendu à mon ancien associé Anthony Baron, et qui était une plateforme de mise en relation dans le management de transition. Et c'est une boîte qui existe toujours et qui grandit bien grâce à Anthony. Top. Mathieu ? Attends, je suis en train de faire un Instagram. Alors, bonjour, je suis Mathieu Stéphanie. Je suis entrepreneur dans la tech depuis 2005. Et j'ai créé depuis 2014, on va dire, une entreprise par an à peu près. En tout cas, mon apport dans Alvo, puisqu'on va y venir après, c'est que depuis, j'ai à peu près tout fait, c'est-à-dire j'ai acheté, vendu, on a même fait une intro en bourse. Je savais pas ça. Alors j'étais indirectement impliqué, mais c'était ma première boîte. Elle a été introduite en bourse à la bourse de Sydney, tu vois. Waouh, c'est exotique. On a fait achat, vente, plantade de boîtes achetées, tu vois. J'ai à peu près fait. T'as varié les plaisirs. Voilà, varié tous les plaisirs et j'ai pu découvrir dans toute cette aventure entrepreneuriale les dessous de la transmission d'entreprise et les imperfections parfois aussi. Et puis surtout le fait que aujourd'hui, la tech n'apporte pas grand-chose
C'est-à-dire que on est toujours vraiment assez old school sur, tu vois, des contrats à l'ancienne. S'il y a un truc quand même que j'ai fait récemment, hier d'ailleurs, parce qu'on a acheté une société récemment, on y reviendra, c'est quand même la signature électronique qui fait quand même que je suis pas allé chez dans un grand cabinet d'avocats avec le grand hall et toutes ces belles choses où tu te dis oulala, je comprends pourquoi je paye cher parce que c'est trop beau chez eux, mais avec les 300 paraphes ou 1200 paraphes, puis les signatures, puis les choses où littéralement tu signes pendant 3 heures. Je viens de ce monde-là. Voilà, c'est ça. À la fin, tu bois du champagne. Alors ça, c'est le truc. Hier, j'étais vraiment littéralement entre deux trucs. J'ai pas bu la coupe de champagne. Et puis, il manque ce petit cérémonial qu'il va falloir qu'on retrouve, qu'on imagine avec Alvo, d'ailleurs, parce que c'est un moment important. Mais voilà, donc j'entreprends et puis j'anime des podcasts, Génération du Turself et La Martingale, qui sont deux podcasts autour de l'entrepreneuriat et des finances personnelles. Des must listen. Super. Alors, Alvo, c'est votre point commun. C'est votre nouveau bébé à tous les deux. Déjà, vous êtes plus que tous les deux. Vous allez nous raconter tout ça. Est-ce que vous pourriez, avant qu'on creuse sur la transmission d'entreprise, nous faire en une phrase, Thomas, ce que c'est qu'Alvo ? Oui, Alvo, c'est en fait une plateforme de services M&A pour les small cap. Et dans small cap, on intègre à la fois TPE, PME et start-up. D'accord. Alors, si on revient sur le pain point de la transmission d'entreprise, quel est ce pain point ? Qu'est-ce qui fait... Alors, est-ce que tu pourrais peut-être nous mettre en perspective ce qui fait qu'une société va être amenée à être cédée et quelles sont les différentes frictions qui vont, je dirais, dans les grandes lignes, apparaître à ce moment-là ? Oui, tout à fait. Alors, déjà, on peut peut-être donner un chiffre pour que tout le monde comprenne. Il y a à peu près 30 000 transactions de TPE, PME par an. En France ? En France, oui. Et on estime qu'il y en a à peu près 30 000 qui ne se font pas. Donc, il y a un champ des possibles de 60 000. Ouais. Donc, pourquoi il y en a déjà 30 000 qui se font ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a déjà, il y a à peu près un tiers des transactions. Alors, on a des chiffres qui sont changeants, mais il y aurait à peu près un tiers des transactions qui se font déjà en famille. Donc ça, c'est le premier point. Ouais. Donc là, on est dans de la succession familiale, transmission familiale au sens large, etc. Et donc après, on a donc du coup 2/3 des sessions qui se font avec des externes. Alors là, on va dire historiquement, le truc classique, c'était le dirigeant qui avait créé sa boîte pendant toute sa vie et puis qui cherchait à réaliser ce qu'il avait créé et puis aussi pour pas mal tout simplement c'était leur retraite, le fait de sortir. Donc ça c'est on va dire c'est l'aspect démographique historique. Ce qu'on voit nous de plus en plus c'est aussi maintenant des serial repreneurs et des serial cédants. Donc ça je pense que c'est un peu plus nouveau sur le marché. Et de la même manière on peut faire un comparatif avec le marché du travail où finalement les gens avant restaient 30 ans dans la même boîte et puis prenaient leur retraite, médaille du travail, merci, au revoir. Aujourd'hui, tu changes de job en interne ou en externe tous les 3 ans, peut-être même tous les 2 ans. Et tu vas retrouver cette dynamique-là et on va, je pense, le voir de plus en plus avec des gens qui se disent moi, je suis la bonne personne pour faire de 0 à 1, mais de 1 à 10, ça ne m'intéresse pas. Donc, je fais de 0 à 1, je vends et puis je recommence. Et d'autres qui sont des serial repreneurs qui vont prendre des boîtes, les développer, souvent avec des logiques derrière de création de valeur par les multiples, etc., qui les cèdent et hop, ils recommencent. Voilà. Donc ça, on le voit de plus en plus. Tout type de société confondue, tout secteur, parce que dans le commerce, on trouve exactement de tout. Donc est-ce que tu parles de... Non, alors c'est un très bon point. Je pense qu'il faut vraiment retirer de tout ce que je viens de dire la partie fonds de commerce qui pour moi est plus de l'immobilier commercial où tu as une logique de pas de porte, de localisation, etc. Ce qui est moins notre sujet chez Alvo, mais on pourra y revenir. De l'entreprise TPE, PME, mais qui a des salariés, en fait, qui se limite pas à un fonds de commerce. Donc ça, c'est un point... peut-être un point important, il y a vraiment 2 marchés différents. Et tu peux aussi exclure de ça, je veux dire par exemple le plombier. En fait, le plombier, il peut faire un chiffre d'affaires conséquent, mais en fait, s'il n'est pas là, il n'y a plus rien. Donc, tout à fait. Voilà, même chose, aujourd'hui, les fonds de commerce de profession médicale, par exemple. Donc,
qui sont, pour moi, c'est des logiques de fonds de commerce, pas forcément des logiques d'entreprise, de PME. Ouais. Tout à fait. Ce qui n'exclut pas cependant l'entreprise de plomberie ou. Oui, bien sûr. Non, Mais je pense que tout le monde voit bien la différence entre quelqu'un, un artisan, on va dire, qui est dans son coin, et une entreprise artisanale. Où là, il y a des vraies logiques de développement, de marque, de réseau, de salariés, etc. Les sessions actuellement, donc tu parlais des 30 000 qui ont lieu. Oui. Comment est-ce que les gens sont au courant ? Parce que moi, j'ai été confrontée, je vous en ai parlé déjà à ce point-là. Je voulais reprendre une boîte il y a 5 ou 6 ans et je ne savais même pas où trouver l'information, comment valoriser le business, et je ne savais vraiment, mais même pas auprès de qui m'adresser. Alors comment ça se passe ? Déjà, ton expérience, c'est en fait l'expérience majoritaire sur le marché. Je crois que tu mets le point sur le sujet essentiel. Mathieu avait l'habitude de dire le marché de la reprise est cassé. Inexistant. Inexistant. Non, c'est pas vrai. C'est pour ça que je dis qu'il est cassé. Il n'est pas inexistant parce que, pardon, je te contredis. Mais t'as raison, il n'est pas inexistant parce qu'il y a en effet des sessions. Ce serait, nous, on respecte énormément ce qui est fait par beaucoup de personnes aujourd'hui. Cependant, il est vraiment largement imparfait parce qu'il n'est pas centralisé. Et donc, c'est disséminé, mais entre des chambres de commerce, des notaires, des comptables, des régions, voilà. Alors que, en fait, je pense que tout le monde aurait à y gagner, et les repreneurs et les cessionnaires, à avoir un marché central, en fait. C'est ce qu'a vocation à devenir Alvo. Dans les types de montage pour ce type d'acquisition, session, c'est généralement quoi ? Comment est-ce que les gens réinvestissent dans ces boîtes-là actuellement ? Écoute, il y a vraiment deux sujets différents. Donc, asset deal versus equity deal. Donc, asset deal, cession d'actifs, qui est plutôt réservé à des boîtes soit qui sont un peu en échec, soit à des boîtes petites. On a parlé des fonds de commerce. Typiquement, les fonds de commerce sont souvent des sessions d'actifs. Sur la partie equity deal, on va être donc session d'actions. On va être sur des boîtes qui sont un peu plus grosse, un peu plus mature. Et donc ça, c'est déjà un point très différenciant. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout les mêmes opérations. Une session d'actifs, c'est beaucoup plus simple. Et évidemment, une session de titres, la grande différence, c'est qu'avec les titres viennent les actifs, mais également les passifs. Pour terminer cette big picture, je serais intéressée, tu as parlé de chiffres en France. Est-ce que tu peux nous donner, quand même, nous esquisser ce qui se passe au niveau européen, ou est-ce que le constat est le même que ce qui se passe en France ? Alors nous, on est vraiment focalisé France aujourd'hui. On a commencé à regarder ce qui se passait, notamment en Allemagne. On a eu quelques contacts. On a des choses vraiment très, très différentes. Le pain de l'offre qui ne rencontre pas la demande, il a l'air d'être partagé. Mais ensuite, les différences juridiques, administrativo-juridiques, fiscales, etc., les écosystèmes, donc par exemple les experts comptables ou équivalents en Allemagne n'ont pas du tout le même rôle qu'en France, etc., fait que ça a l'air d'être des marchés très différents. Et puis après, tu as des maturités de marché. La France est connue pour avoir plein de petites PME et très peu d'ETI, là où en Allemagne, tu as des ETI plus structurantes qui rachètent des petites PME. D'ailleurs, les ETI allemandes rachètent aussi pas mal de PME françaises. C'est un rapport BPI notamment qui le soulignait. Donc, il y a sans doute des pains communs autour de la mise en relation entre offre et demande, mais il y a aussi beaucoup de différences. Et moi, je n'ai pas trouvé vraiment de big picture européenne qui soit parlante. D'accord. Exactement. Parfait, merci beaucoup Thomas. Alors Mathieu, je me tourne vers toi parce que tu parlais des différentes sessions de boîtes et de toute ton expérience préalable. Moi, j'avais en tête qu'il y a quelques années, peut-être 2 ans, tu as vendu, je ne sais pas si tu étais associé, en tout cas, l'entreprise TrackPay qui était incubée chez vous a été cédée à Libéo. Est-ce que ça t'embêterait de revenir sur ce processus de cession, comment ça s'est passé ? Alors là, on est typiquement dans la transmission opaque là-dessus, c'est-à-dire que Libéo nous a racheté. En gros, TrackPay est une société qu'on a cofondée dans notre startup studio, au même titre d'ailleurs que Alvo, que Orso Media, que Ocus il y a quelques années, et bien d'autres. Et on avait créé, pour rappel, TrackPay avec pour objectif d'accélérer les délais de paiement.
qui sont aussi très très imparfaits, les relances, et voilà. Et en France, on sait que c'est un pain énorme qui fait que beaucoup de sociétés se plantent. Et on avait réussi avec TrackPay une techno qui était efficiente, efficace, qui faisait que quand on branchait TrackPay à un logiciel de facturation, que ce soit celle-ci, que ce soit QuickBooks ou d'autres, derrière, on réduisait les délais de paiement de manière hallucinante, en automatisant toute une partie et en faisant en sorte que ce soit un tiers qui réclame. Plutôt que, ici, on est chez Cosa Vostra, qui est une des sociétés dont je suis le président, et on faisait TrackPay gérer les factures de Cosa Vostra. Une fois qu'elles étaient émises, on disait à TrackPay, tu te débrouilles pour qu'elles soient payées, et plus vite que ça, tu vois. Et ça marchait. C'est TrackPay qui bottait les fesses. Voilà. Ouais, mais en fait, non, mais c'était mieux fait que d'ailleurs botter les fesses. C'était vraiment fait en amont. Donc l'idée, c'était de dire 6 semaines avant, enfin au moment de l'émission de la facture, on disait à telle date tu dois me payer. 15 jours avant, on disait n'oublie pas que dans 15 jours tu dois me payer. 2 jours avant, n'oublie pas, voilà. 3 jours après, on disait ah t'as oublié, mais c'est pas grave. Et puis très rapidement, on faisait une mise en demeure, je crois à J+10 ou J+12. Donc ça rigolait pas. Mais qui était pas violente en fait la mise en demeure puisqu'elle avait été bien séquencée. C'était toute une histoire de séquençage et ça fonctionnait très bien. Mais on n'arrivait pas bien à le vendre. On n'arrivait pas les clients avaient du mal à accepter de dire ok, je te laisse. Ils pensaient justement qu'on allait martyriser leurs fournisseurs, enfin leurs clients en l'occurrence, et alors que c'était pas du tout le but et que ça marchait bien. Donc on avait du mal à les laisser nous utiliser. Donc à un moment on s'est dit bon, on a quand même investi pas mal là-dedans. On a une techno qui fonctionne, on a une belle visibilité sur le marché, une belle marque. On va quand même aller sonder un petit peu si ça peut intéresser des gens. Et qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là ? Soit tu as un mandataire, soit tu appelles tes potes, tu appelles les différentes personnes, tu leur dis voilà où on en est, voilà ce qu'on a investi, voilà est-ce que ça t'intéresse ? Et puis, bon, ce qui est intéressant surtout, c'est quand tu arrives à avoir 2 ou 3 personnes intéressées. Ce qu'on a réussi à avoir sur TrackPay, des personnes qui étaient intéressées par la techno et qui, eux, savaient en revanche la vendre et potentiellement l'accélérer et l'intégrer dans quelque chose de plus large. Puis il y a un effet de communication, il y a un effet de croissance et voilà. Et puis surtout, une fois que tu en as un qui est intéressé, il veut pas que son concurrent l'ait. Donc voilà. Mais ça se fait en effet un peu sous le manteau. Et rapidement, ça s'est fait comment ? Rapidos ? Ça s'est fait assez rapidement. Ce qui est très rapide d'ailleurs pour une transmission, mais en 2 mois entre les premières tractations et la signature. Et voilà. Mais c'était un deal relativement simple. Mais c'est vrai qu'on aurait aussi pu, s'il y avait eu un vrai marché, le mettre sur le marché, là, intéresser quelqu'un potentiellement, soit de beaucoup plus gros, soit avoir plus de personnes qui comprennent notre pain, soit avoir des gens, je sais pas moi, des sociétés de comptabilité, des sociétés de facturation, etc., et qu'on n'a pas interrogé. Donc, on n'est pas allé public. Et moi, je déplore un peu ce côté. Aujourd'hui, toutes ces tractations se font toujours sous le manteau. On a l'impression que pour vendre, il ne faut pas que ça se sache, etc. Alors que l'offre, la demande fait quand même que quand tu sais que tu vends quelque chose et qu'il y a beaucoup de gens qui passent, ça peut être anonymisé. Hein. Je ne dis pas que ça doit être complètement public, mais qu'il y a une société qui fait un minimum de MRR, qui fait un minimum qui a des actifs intéressants, finalement, ça peut intéresser du monde. Super. Ok, donc on comprend bien la vision d'ensemble, le besoin que tu as très très bien décrit. Maintenant, ce que vous avez, parce que ça a été annoncé il y a déjà quelques semaines, est-ce que vous pourriez, je pense peut-être Mathieu, présenter la boîte, l'équipe, parce que vous avez déjà une équipe en place, et votre stratégie go-to-market ? Ok, avec plaisir. Alors, pour reformuler ce que disait Thomas tout à l'heure, notre mission, en gros, c'est d'accélérer et de faciliter la transmission d'entreprise, la cession, l'acquisition. Donc, de manière très simple, c'est faciliter tout ça. Qu'est-ce qu'il y a comme pain aujourd'hui, pour revenir un tout petit peu là-dessus et comment on les règle, notamment quand tu dois signer un NDA. Dans le schéma actuel, souvent, tu vas avoir un conseil, un avocat d'un côté, un conseil de l'autre, et rien que le NDA peut mettre 5 jours à être signé. La rédaction d'un infomémo, alors que il y a énormément de choses là-dedans, la due diligence, etc., qui peuvent être systématisées, pour certaines même automatisées, et pas tout. Et en fait, l'idée d'Alvo, c'est vraiment, d'être une marketplace, donc l'endroit où on peut gratuitement acheter et vendre des entreprises sans frais. Ça, c'est possible.
Mais si on veut accélérer, aller plus vite, utiliser tous nos outils d'automation, tous nos outils d'accélération, et ben là, il faudra payer selon un petit peu beaucoup à la folie, selon ce qu'on veut utiliser chez Alvo. Donc, on va avoir des outils qui permettent de valoriser une entreprise de manière très simple, avec beaucoup de données, parce que c'est une société on est obsédé de la donnée. Notre objectif, c'est vraiment d'avoir des données marché sur toutes les transactions qui se font, les transactions similaires dans la région, dans d'autres régions, sur le secteur, dans d'autres secteurs, etc. Donc, l'objectif, c'est d'être capable de valoriser en quelques minutes, potentiellement, si les données sont là, tu me donnes ton numéro de sirène et je te valorise ta société. Le problème, c'est que généralement, on n'a pas toutes les données. Puis après, il faut affiner. Et l'idée, c'est vraiment de rentrer dans des choses comme ça. Et puis ensuite, il y a toute une partie recherche. Si je cherche des sociétés potentiellement qui ne sont pas à vendre, selon plein de filtres, est-ce que je cherche une société dans tel secteur, de telle taille, avec tant d'employés, avec tant d'EBITDA, avec tel chiffre d'affaires, avec un dirigeant ou une dirigeante qui a plus de 55 ans, ou avec, tu vois, il y a pas mal de signaux que certains vont chercher spécifiquement, et ben on va être capable aussi de screener le marché et de donner un certain nombre d'alertes et de suivre un peu tout ça. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer un certain nombre d'outils au moment au début, on va dire, de la session de la transmission. Et après, dans le deal flow, dans le deal, des outils de création, de génération d'infos mémo, de génération automatique de NDA et de brancher un maximum de personnes là-dessus. L'idée, c'est de transformer tous les experts comptables en practice M&A, de transformer, d'accélérer toutes les practices M&A de petite et moyenne taille sur un certain nombre d'outils qui ne pourraient pas forcément se payer parce que, nous, on a levé 1 million. Le million qu'on met là-dessus, il est complètement dédié à la tech. Donc, tu ne peux pas investir 1 million en tech sur un truc qui doit être market. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être capable de dire, voilà, nous, on va faciliter tout ça, on va automatiser toute une partie parce que tout le monde nous dit après, mais tu peux pas automatiser la transmission d'entreprise. Non, nous, on n'automatise pas la transmission, on automatise les choses automatisables. Parce qu'il y a énormément de conseils à apporter autour de ça, énormément d'humains, mais il y a trop de pénibilité aujourd'hui pour aller vite, quoi. Donc nous, on veut faire en sorte qu'un NDA prenne pas 5 jours, un NDA prenne 2 secondes, littéralement 2 secondes. Donc en fait, c'est toute la phase pré-deal que vous allez... Non, mais je simplifie un max, mais c'est ça en fait. Oui. Non, mais là où tu as raison, c'est qu'en fait, alors, on peut dire pré-deal si tu fais par exemple commencer le deal à la LOI ou à l'offre. Et tu as raison. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a des spécificités du small cap. Donc, si on rentre un peu dans la technique, pour les gens qui ont l'habitude de deals plus gros, donc mid ou large cap, en fait, l'essentiel, une grosse partie du boulot va se situer post-LOI. Par exemple, dans le small cap, une grosse partie du boulot, et c'est ce que tu appelles pré-deal, est plutôt avant. Et en fait, la LOI, on va pas dire que le deal est fini, mais enfin, le deal, il est fait à 70 ou 80%. Et donc, effectivement, là, tu as parfaitement raison, Solène. On met aujourd'hui un maximum d'efforts sur cette phase, moi, que j'appelle amont, que tu appelles pré-deal. Mais c'est là où sont les vrais pains, y compris pour les pros du M&A. C'est ça qui est intéressant. Tu parlais de notre go-to-market. Nous, en fait, on a un mantra. C'est qu'en fait, chez Alvo, tout le monde doit s'y retrouver. Le cédant, le repreneur personne physique, le repreneur corporate, le fonds d'investissement, l'expert comptable, la boutique M&A, le conseil TS, l'avocat. En fait, on a potentiellement des solutions, pas sur tout leur scope d'intervention, mais s'il y a sur certains sujets, on peut mettre de la techno, on peut mettre de la data, on peut aussi relier un cédant avec un très bon conseil juridique. Ça aussi, c'est des sujets importants. Tout à fait. Et je te parle d'expérience, parce que sur les premiers deals qu'on fait, on a déjà recommandé plusieurs fois des avocats, alors que les gens qui étaient les acquéreurs potentiels étaient soi-disant déjà outillés. Tu vois. Et en fait, il y a un moment, et on est dans une logique d'écosystème, et nous, en fait, aussi, ce qu'on veut, c'est créer un écosystème qui est l'esprit small cap. Oui, parce que j'aimerais dire, il y a quand même des acteurs qui se positionnent et qui accompagnent les banques et les conseils sur mid et large cap, et très peu sur les small cap. Exactement. Alors,
Pourquoi ? Parce que, en fait, historiquement, hein, si tu poses la question à des banquiers d'affaires, par exemple, qui tu vois, font très très bien le boulot. Et en fait, si aujourd'hui, par exemple, les marchés mid et large cap sont si liquides, c'est parce que et si efficients, c'est parce qu'il y a des intermédiaires au milieu qui font le boulot. Et quand tu leur poses la question, ils te disent toujours, un small cap, c'est pas rentable. Bah non, c'est le même boulot que ça. une boîte qui vaut 10 fois plus et j'ai 10 fois moins de fees. Et il y en a qui vont même jusqu'à te dire, en fait, c'est plus compliqué de mettre d'accord un cédant et un repreneur en small parce qu'il y a beaucoup de choses extra-financières, de l'affect, de l'ego, là où sur des deals plus gros, en gros, de toute façon, c'est des gestionnaires de fonds de LP, c'est la transaction financière qui compte. Et c'est vrai qu'en small cap, le prix est pas forcément, par exemple, l'élément déterminant du deal. Et je dirais même d'expérience que s'il y a une envie d'avancer commune, tu vois, s'il y a une rencontre entre deux projets, entre deux personnalités qui ont décidé de se taper dans la main, le prix devient complètement accessoire et chacun fait un effort. Comment vous allez quel est votre modèle d'affaires ? Donc ça ressemble, enfin tel que tu le décrivais, Mathieu, c'était comme du freemium. C'est ça ? C'est tout à fait ça. En fait, on veut laisser un maximum de personnes donc opérer. L'idée, c'est que sur ce marché aujourd'hui, il y a quelques opérateurs qui existent, notamment sur la partie plateforme, donc annonces, on va dire, qui viennent historiquement de la presse. Des petites annonces. Des petites annonces. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand tu viens de la presse ? Soit tu fais payer les petites annonces, soit tu fais payer un accès aux annonces. Donc, en gros, si je reviens vraiment à leur modèle économique de base, il y avait beaucoup de valeur dans ce qu'ils faisaient parce qu'il fallait imprimer un magazine, le distribuer partout. Il y avait des revendeurs, donc il fallait acheter le magazine d'un côté pour les potentiels acquéreurs et mettre une annonce, payer l'annonce de l'autre côté pour les cessionnaires. Et donc, du coup, tu payes des deux côtés. Ce qui a encore lieu à peu près aujourd'hui, ce qui est à peu près la market practice. Voilà. Si tu regardes les petites annonces au sens large dans le monde entier, ce qui s'est passé il y a 15 ans avec Le Bon Coin, notamment en France, mais ailleurs avec d'autres, c'est que tu te dis il n'y a plus de valeur ajoutée réelle dans ce marché de l'annonce. Parce qu'en fait, il y a un site, il est sorti une fois, oui, il coûte cher, mais voilà, la valeur ajoutée, elle arrive après, dans ce que tu es capable de proposer en plus. Bien sûr. Donc nous, poser une annonce sur Le Bon Coin, c'est gratuit. En revanche, si tu veux mettre plus de photos, si tu veux avoir une assurance, si tu veux payer en 3 fois sans frais, ce qui est désormais possible, si tu veux, aujourd'hui, tout ça, c'est payant, c'est normal. Nous, on a la même approche, qui est de dire, en gros, regarde, tu veux valoriser ta boîte, la première fois, c'est gratuit, la deuxième fois, si tu le fais 10 fois par jour, à un moment, tu l'utilises comme outil. Là, nous, ça a un coût pour nous parce qu'on va taper des bases de données qui nous coûtent cher, etc. Mais voilà, l'idée, c'est de dire, tu postes une annonce, c'est gratuit. Tu veux faire ton deal dans ton coin, dans ta practice. Good luck. Voilà. Non, tu peux. C'est gratuit. C'est gratuit et tu peux y arriver. Mais sans les outils. Sans les outils, voilà. C'est ça. Donc good luck. Après, voilà, l'idée, c'est de dire à un moment, c'est à nous de prouver à toutes les personnes qui viennent sur la plateforme que nos outils vont les aider à aller plus vite. Et c'est aussi la pression qu'on se met. Nous, on veut vraiment dire à tout le monde, venez, faites vos deals chez nous, et nous, on va vous prouver au fur et à mesure, on va vous écouter déjà. Alors, on en a écouté, je crois que c'est 400 personnes aujourd'hui qu'on a interrogé au fur et à mesure, qu'on interroge au fil de l'eau, toujours, pour écouter les problématiques, les pains, etc. Donc, on vient vraiment de cette école de l'itération et de régler les problèmes les uns après les autres. Alors, c'est hyper intéressant parce que tu parlais du Bon Coin. Il y a un gros effort de modération quand il s'agit de mettre des petites annonces. Alors quand il s'agit de table, c'est pas très grave, mais quand il s'agit de sociétés cédées, c'est un petit peu plus problématique d'avoir des sociétés un peu pourri, garbage, etc. Donc, comment vous modérez ça ? Et dans le deal, le sourcing, est-ce que vous envisagez de vous maquer, entre guillemets, avec des CGP ou des banques qui ont accès, finalement, très en amont, puisqu'elles sont très proches de leurs clients, à ce deal flow ? Alors, il y a plusieurs réponses, je te laisserai répondre après, mais Thomas, mais il y a une approche qui est aussi de dire à un moment...
si je voulais le pousser à l'extrême, on fera pas ça. On va pas laisser du garbage trop parce qu'on doit pas laisser polluer comme dans toutes ces plateformes. Donc on doit monitorer un minimum ce qui se passe. Mais typiquement, dans les freemiums possibles, c'est si tu veux que je fasse une due diligence pour toi sur tel secteur ou dans telle région ou sur telle société qui est mise à vendre, c'est payant parce que là je vais faire bosser et c'est pas forcément nous encore une fois qu'allons l'opérer, ça peut être des spécialistes sur ce secteur, sur cette région, etc., etc. Donc l'idée nous aujourd'hui c'est d'être au milieu et de dire aux personnes tiens là-dessus moi je peux t'apporter un certain nombre de choses, je peux te dire que cette personne est fiable, qu'elle est notée tant, qu'elle a déjà cédé tant de choses, je peux te dire que les données sont bonnes, qu'elles ont été vérifiées, on peut donner des tampons ou faire un certain nombre de choses qui font voilà, on pourra activer aussi la communauté au bout d'un moment, au début, mais voilà, avec des commentaires, des choses comme ça. Ouais. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un maximum de choses, un maximum de transparence aussi, de dire le cessionnaire, s'il veut avoir des chances d'accélérer un deal, typiquement, selon moi, en tout cas, il doit lui-même montrer les faiblesses de son projet. Il doit à un moment dire, voilà les forces, voilà les concurrents, voilà les faiblesses, et voilà pourquoi je pense qu'il y a des opportunités, parce que tu peux peut-être réparer cette faiblesse. Tu vois. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'être capable de changer un peu les pratiques et d'impliquer un maximum de personnes. Pareil sur du payant, quoi, je pense. Et sur les relations avec les CGP, enfin toutes les personnes qui sont proches de ces entrepreneurs. Oui, évidemment, ce qu'on veut, nous, c'est travailler en écosystème ouvert. Donc, on a déjà des échanges avec des CGP qui sont d'ailleurs historiquement des bons apporteurs d'affaires pour les acteurs du M&A. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne travaille pas avec eux. D'un autre côté, les CGP sont aussi, eux, intéressés par le fait qu'on puisse éventuellement proposer leurs services à des cédants qui auraient un produit de cession à réinvestir ou à gérer derrière. À défiscaliser. Voilà, donc oui, les premiers contacts ont commencé. Les CGP, les avocats qui ont aussi un rôle important à jouer, qui sont sur les premiers dossiers là, qu'on accompagne, il y a clairement plusieurs sujets qui ont été apportés par des avocats chez Alvo. Et inversement, je le disais tout à l'heure, on a aussi conseillé des avocats à certains acquéreurs qui pensaient être équipés et qui finalement nous ont demandé conseil pour se tourner. Finalement. Voilà. Donc nous, on veut vraiment travailler avec tout l'écosystème small cap. Alors, on parle de la partie Valo maintenant. Comment est-ce qu'on valorise des small caps ? Moi, j'ai plus l'habitude, parce que j'ai eu un passé d'analyste financier, donc j'ai plus l'habitude des grosses boîtes cotées. Comment est-ce qu'on est capable de valoriser ces boîtes ? Comment est-ce qu'on est capable de mettre en perspective la valo qui est présentée par le cédant ? C'est assez problématique dans le cadre des micro-entreprises, parce qu'il n'y a pas beaucoup de comparables, et les métriques sont hyper variées suivant les secteurs. Donc, comment vous arrivez à consolider tout ça ? Ouais, c'est un très bon point. Donc, aujourd'hui, on a mis d'abord en ligne un outil de valorisation qui est basé sur des logiques de multiples d'EBITDA ou d'EBIT. Et ça, ce sont des multiples qui sont en fait documentés par les grandes publications du marché. Il y a des index, voilà. Un des enjeux d'ailleurs, c'est qu'il y a énormément d'index qui sont publiés sur le mid. Je pense notamment par exemple à l'Argos. C'est quoi le mid ? Le mid cap, pardon. Oui, merci de préciser. Non, donc l'index Argos par exemple qui donne des tendances intéressantes. Tout l'enjeu, c'est de transférer toutes ces publications qui sont plutôt orientées mid cap sur du small cap. Donc là-dessus, on a des codes de taille, on a des choses comme ça qui permettent déjà de faire des choses par secteur, par taille de chiffre d'affaires. Mais là où tu as raison, Solène, c'est que ça couvre pas, par exemple, ceux qui n'ont pas d'EBITDA. Il y a quand même, notamment dans les boîtes type start-up, il y a encore pas mal de boîtes en perte et qui pourtant potentiellement ont des valos, mais qui ne sont pas des valos de levée, mais des valos de cession. Donc ça, c'est un point très important. Voilà, il faut le dire clairement. Sur Alvo, on est pas mal sollicité, notamment par des startups qui sont dans le fameux dual track, qui sont à la fois en train d'essayer de lever des séries A, B, mais qui cherchent aussi potentiellement des industriels pour la reprise. Voilà. Si je peux me permettre aussi, il y a quand même une règle de base. Tu me dis si je me trompe parce que c'est toi l'expert, Thomas, mais
dans mon expérience, une banque, elle te finance généralement entre 5 et souvent c'est 7 ans Oui. ton acquisition. Donc une règle de base, quand en revanche tu as un EBITDA, ta banque, elle va te dire, en gros, le calcul bête et méchant, mais c'est 7 fois l'EBITDA. Ce qui marche absolument pas tout le temps, parce que je te le disais tout à l'heure, sur TrackPay, on n'avait pas d'EBITDA, et il suffit qu'il y ait 2 acquéreurs potentiels pour que le prix s'envole, tu vois. Et s'il y en a 3, 4, évidemment, ça change. Mais c'est vrai qu'il y a quand même souvent cette règle de juste très comptable basique qui dit, toi ce que tu essayes de faire quand tu achètes une boîte, c'est que tu achètes à 6 ou 7 fois l'EBITDA, et puis tu vas essayer d'augmenter son chiffre d'affaires, mais surtout, évidemment, son EBITDA, pour être capable de te la payer en 4 ans ou 5 ans et de surperformer par rapport à ton emprunt. Mais ça suffit pas pour calculer, sinon ce serait vraiment beaucoup trop simple. Ouais, après, on utilise sur les valos les plus petites ou sur les boîtes qui n'ont pas d'EBITDA, il y a des pratiques de marché autour de multiples de CA. Cette fois. Et là encore, il y a des choses qui sont documentées. Il y a des banques d'affaires aussi qui font le boulot de publier à la fois les valos à la levée et les valos à la cession. Voilà, donc il y a des initiatives. Et puis, évidemment, on rajoute à tout ça... il y a un moment, quand on veut faire des valorisations, il faut aussi aller chercher les transactions comparables. Et donc là, nous, on a un gros travail. Alors, il y a des bases de données, d'ailleurs, pour être clair, dans le small cap, tout le monde utilise à peu près les mêmes, notamment en France. Il y a des bases de données de qualité. En fait, on se base tous à peu près sur les mêmes comparables de transactions pour aller déterminer un champ des possibles. Est-ce que vous avez l'objectif à moyen terme de vous positionner de plus en plus sur la chaîne de valeur, sur la vente et la pré-vente ? En gros, déjà, on voit que, comme je te disais tout à l'heure, on est obsédé par la donnée. Et on voit assez vite que quand tu es obsédé par la donnée, moi, un truc qui m'a beaucoup angoissé dans les transmissions, les sessions ou les acquisitions que j'ai faites, c'est le nombre de fois où on te demande les mêmes infos. Mais les mêmes infos, ça peut être de temps en temps, ça peut être ta date de naissance parce que c'est une info qui est nécessaire de manière administrative, mais ça peut être aussi ton chiffre d'affaires ou les choses comme ça. Nous, chez nous, en fait, le mantra, c'est se dire une info, tu l'as donnée, elle est rentrée dans une case et elle va servir tout ça. Et qu'est-ce que ça donne quand tu arrives au fur et à mesure un NDA, c'est facile à produire parce que tu as toutes les infos du côté cédant, du côté acquéreur. Une LOI, ça va être finalement assez facile à produire aussi selon des conditions qu'on va avoir. Ce sont des cases à remplir entre guillemets. Évidemment, il y a des choses plus ou moins exotiques de temps en temps, mais si on va sur l'essentiel, c'est assez simple. Et après, on arrive où ? Et ça nous arrive déjà avec des partenaires potentiellement sur des levées de fonds ou potentiellement du financement, comme October, sur lequel tu es capable de dire, regarde, l'entreprise qui est à vendre, voilà ses données. Voilà tout ce qu'elle vaut, pourquoi, etc., comment, etc. Et l'entreprise qui l'achète, ou la personne qui l'achète, voilà ses données, est-ce que tu finances ? Et ça, des boîtes comme October sont capables de nous répondre en quelques heures ou quelques jours. Ouais. Quelque chose qu'une banque traditionnelle, en tout cas jusqu'à il y a peu, mettait 3 mois à financer, 2 ou 3 mois. C'est vraiment les délais que j'ai eus sur du financement d'acquisition. Donc là, encore une fois, tu peux réduire vraiment de 80-90% un certain nombre de choses comme ça. Donc là, on est sur le deal lui-même. Ouais. On peut financer aussi potentiellement la partie, parce que souvent, il faut hard cash. Il faut arriver avec mais si tu veux racheter une boîte à 5 millions, il faut arriver avec 1 million. Si tu ne les as pas, il y a des systèmes de crowdfunding ou d'investissement. Donc ça, ce sont des choses qu'on étudie et qui nous plaisent énormément. Parce même en termes de structuration, il y a des trucs à faire. Exactement. J'ai plein d'idées. Et voilà. Et enfin, dans le poste, et ça, ce sera notre mission d'après, mais qu'on a défini d'ores et déjà, c'est ce qu'on appelle le PMI, c'est ça, Post-Merger Integration. Donc là-dessus, l'idée, c'est de se dire comment, quand tu fais des deals sur Alvo, tu as plus de chances d'arriver à une entreprise, à un deal qui est fiable sur le long terme, à un succès. Et faire en sorte que du jour où tu rentres à 2, 3, 5, 6 ans après, en fait, on ait mis en place toutes les choses pour faire en sorte que, à force d'avoir des pratiques, on calcule les bonnes choses, on fait les bonnes réunions, on revoit les bonnes personnes, on a les bons contrats d'earn-out ou de choses comme ça. Enfin, voilà. Après, tu peux connecter. Attends, on peut imaginer ça hyper loin. Et tu peux faire connecter avec du silver, par exemple. Exactement. Mais c'est un très bon point, Solène. C'est que souvent, les repreneurs se focalisent sur le financement du prix d'acquisition. Ouais. Mais si tu regardes les bonnes pratiques des fonds, notamment sur des LBO primaires, non seulement ils financent le prix d'acquisition, mais qu'est-ce qu'ils font tout de suite ?
ils refinancent le BFR. Mais ouais. Et ça, tu as raison. Silver, Carmen, voilà. Donc des gens avec qui on a des échanges sur du refinancement de BFR. Bien sûr. Et en fait, nous, ce qu'on dit aux repreneurs, c'est tant qu'à poser le financement. Allons jusqu'au bout. Bah oui. Et donc ça, on est typiquement en fait sur du post-deal, mais il y a Ouais. énormément de valeur à faire. D'ailleurs, c'était une des thèses de création de valeur des LBO primaires. C'est en fait trop de stock, BFR mal géré, etc. On va sortir le cash, non pas pour nous, mais pour le remettre plutôt en investissement, en capex, etc. Donc oui, évidemment. Et je pense qu'il y a énormément de choses à faire sur la partie financement. Pour le coup, avec des partenaires, Mathieu citait October, Silver évidemment, et sans doute plein d'autres qui ont des solutions intéressantes à apporter sur le financement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent vers nous aujourd'hui parce qu'ils comprennent un peu la logique. Ouais, donc on voit vraiment des des étoiles choses. dans les yeux. On voit beaucoup de choses hyper intéressantes sur tous ces aspects. Et après, il y a même aussi une redistribution du travail. Encore une fois, c'est-à-dire que ce soit sur les avocats, que ce soit sur les consultants, que ce soit sur l'idée. À un moment, c'est que là, on parle d'automatisation avec des données. Mais à un moment, la post-merger integration, encore une fois, c'est pas tout automatisable. Et donc, on pourrait aussi dire, si tu as un deal dans de l'industrie, je sais pas, de la métallurgie dans tel endroit, nous, on te recommande de travailler avec tel ou tel consultant ou société de conseil qui en a fait 8, 10, 12 avec succès pour redistribuer aussi du travail et optimiser les chances de succès. Alors, on n'a plus de temps du tout, mais je voulais quand même que vous nous disiez un petit peu qui compose l'équipe. Et voilà, vos objectifs aller à 1 an. Ok, je vais faire l'équipe, tu vas faire les... T'essayes en 2 minutes, t'as 2 minutes. Je fais Mathieu. l'équipe très rapidement. Ce qui est intéressant, tu vois, c'est que donc, vous avez bien compris, et tu as bien compris que Thomas, il vient du métier. Moi, je viens plutôt donc du côté des clients, en fait, et revendeurs et acquéreurs. Germain Tonin, qui est notre troisième associé, lui vient de chez Conto, où il vient du produit. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui nous bluffe tous les jours sur la roadmap, qu'est-ce qu'on fait, la gestion, design, dev, etc. Oui, une puis valeur partenariat. inestimable. Il était en charge des partenariats aussi. Chez Conto, ouais. exactement. Donc voilà, donc on a une équipe très soudée, très complémentaire. Et puis aujourd'hui, on a recruté donc un premier jeune padawan, Arnaud, qui nous a rejoint. Quand on enregistre, on est en novembre 2022. On a une deuxième jeune femme qui nous rejoint aussi sur le CSM et vraiment l'activation des deals, Juliette, dans 2 semaines. L'idée, c'est en janvier 2023, dans 2 mois, on sera 7. Et toujours très axé et sur les deals et sur la tech. C'est vraiment l'essentiel. Je te laisse... Ouais, sur les objectifs, en gros, aujourd'hui, une belle practice de M&A small cap, c'est 100, 200, 300 deals. Nous, ce qu'on a dit quand on a fait notre levée avec les investisseurs, c'est qu'on veut impacter le marché. Et donc, pour impacter le marché, il faut plutôt accompagner, pas forcément de A à Z, mais plusieurs milliers de deals par an. Tu as à peu près, je disais, 30 000 opérations qui se font. Sur ces 30 000, il y en a à peu près 10 000 qui concernent des PME. Ouais. Et il y en a 1 sur 2 qui ne se fait pas. Donc, tu as potentiellement 10 000 opérations de PME à aller chercher. Ouais. Si franchement, déjà à horizon, alors peut-être pas 12 mois, mais 24 mois, on pouvait avoir accompagné d'une manière ou d'une autre 1000 deals. C'est ce qu'on vous souhaite. Hein. Voilà, ça je pense que c'est un bon objectif. Le message c'est on veut pas faire une énième banque d'affaires small cap, on veut vraiment créer un écosystème small cap qui impacte le marché à l'échelle. Qui est une mission, je pense... assez extraordinaire, je veux dire, qui défend alors la France d'abord et l'Europe ensuite, mais des emplois, un dynamisme, une vision très forte et très impactante. Et je pense vraiment que c'est, on va pas chercher les fonds à impact parce qu'on se dit que c'est peut-être aller tirer loin, mais pourtant je pense qu'on est vraiment là-dedans, quoi. On est sur une entreprise à mission, une entreprise à fort impact. C'est qui vos investisseurs? C'est des billets? Ce sont des business angels. On a Michael Benabou, on a les 2 fondateurs de Conto. On a, bien qu'on leur ait volé un de leurs salariés, on investi chez nous, un de leurs talents. Bon, ça veut dire qu'ils croient en lui et qu'ils croient en nous, c'est déjà bien. On a la financière Saint-James, je l'ai dit, financière Sextant, Aonia, Venture. Enfin, on a quelques beaux noms. Un beau line-up. Plein de beaux noms. Tout à fait. Je termine sur une recommandation d'ouvrage.
ou de podcasts. Mais tu as déjà présenté tes podcasts, Mathieu. Tu as peut-être quelque chose à nous recommander avant qu'on se quitte? Je crois, en parlant d'impact, il y a un livre qui est vraiment très intéressant d'Yvon Chouinard, Let My People Go Surfing, qui je pense est intéressant. Et je pense que voilà, à Alvo, mais plus largement aujourd'hui, il y a une vraie mutation dans les entreprises. Je pense qu'il faut aussi s'ouvrir un peu les chakras dans le futur du travail aussi, dans tous ces deals, quoi, potentiellement. Et Thomas? Moi, j'ai un livre qui me fascine, qui est Deep Work de Cal Newport, qui est donc traduction française, retrouver la concentration dans un monde de distraction. Ouais. C'est un truc qui m'obsède beaucoup. Et donc, voilà, j'ai même écrit des notes de lecture de Deep Work sur mon blog, tu vois. Donc, Oui. pour te dire. Et Mathieu, t'as J'ai levé le doigt? Non, j'ai levé le doigt, je ne l'ai pas lu, donc je vais le lire, mais non, je dois quand même faire une recommandation que je dois te renvoyer, et plutôt pour ceux qui nous écoutent. Tu m'as bien dit un jour de lire Magellan de Stefan Zweig. Oui ou non? Écoute, il est recommandé 7 fois, je l'ai lu, oui, en effet. Mais Ouais. parce que oui, mais je crois que c'est toi qui m'as fait. On me l'a recommandé beaucoup, mais voilà, si vous l'avez pas fait encore alors qu'il a été recommandé 7 8e fois, fois. faites-le. Ouais. Ça marche. Merci à tous les deux. N'oubliez pas de partager cet épisode. Je dis ça à chaque fois de mes épisodes. Donc voilà, pour Solène. C'est vrai, moi je le dis jamais. Moi je le dis. N'oubliez pas de noter Solène, de le partager sur LinkedIn, de liker ce post. T'as une newsletter, de suivre sa newsletter. Mais bien sûr que j'ai Voilà. ma news. Tu es abonné, mais tu t'es désabonné. Non, j'en ai trop. C'est 5 très étoiles important. sur Apple Non, mais Podcast. 5 étoiles sur Apple Podcast, la meilleure manière de soutenir un podcasteur, une podcasteuse comme Solène, c'est de partager à 2 personnes chaque épisode. Top. 2 personnes qui pourraient avoir envie d'acheter des entreprises. Allez-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Solène. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!